très chaleureusement M. Julien Fernandez qui vient de tout dire en quelques mots, mais vraiment de tout dire. Donc je serai un peu plus long là où il a été bref et d'une extraordinaire concision. Je remercie aussi mon ami Jean-Vincent de l'accueil qu'il nous réserve en ces lieux. Et je remercie aussi vivement tous ceux qui ont bien voulu venir aujourd'hui prendre la parole à l'occasion de ce 10e anniversaire de la parution du dernier livre de René Girard. Donc Paul Dubouchel qui est ici présent, Jean-Pierre Dupuis qui vient d'arriver, Ninon Granger, Édouard Joly qui est là aussi, Olivia Leboyer, le colonel Hervé Pierre, donc vient de découvrir le très très beau travail dans le sillage de ce que nous avions ouvert avec René Girard, ce qui me touche énormément, Philippe Reynaud qui nous rejoindra tout à l'heure, et Yves Trottignon. Alors lorsque René Girard me proposa d'écrire avec lui son ouvrage sur Clausewitz, nous ne nous doutions pas ni l'un ni l'autre de l'écho qu'il susciterait. Publié en octobre 2017, le livre a en effet connu un succès que ne garantissait pas a priori la violence de son propos. Délibérément apocalyptique, ses entretiens sur la destruction de l'Europe, sur le ratage du christianisme historique, sur le crépuscule de l'Occident, s'achevaient sur un plaidoyer pour la relation franco-allemande et les figures qui l'incarnèrent après la Révolution française, de Hölderlin et Baudelaire à Charles de Gaulle et Konrad Adenauer. La surprise fut à la mesure du propos. De fait, personne n'attendait sur ce terrain un auteur qu'on croyait plus préoccupé par les origines de l'humanité que par la fin de l'histoire. Traduit en de nombreuses langues, le livre fut discuté dans des lieux très, très divers, militaires tout d'abord, et nous avons, Jean-Vincent l'a rappelé, eu un excellent dialogue immédiatement avec les gens qui, proches de l'état-major, réfléchissent précisément à ces questions, mais aussi des lieux universitaires, des lieux littéraires, des lieux religieux, puisque ce livre touchait un petit peu à tous les sujets que Girard a croisés dans son œuvre. Le colloque qui nous rassemble aujourd'hui marque donc une étape importante, tant dans la réception de cet ouvrage que dans l'évaluation de son objet, comme cela vient d'être à l'instant rappelé, à savoir le délitement de l'institution politico-militaire face à une montée aux extrêmes que les transformations du terrorisme international et les nouvelles craintes d'escalade nucléaire ne font peut-être que confirmer. Alors, beaucoup plus que le penseur de la bataille décisive, Clausewitz nous est apparu au cours de ses entretiens comme celui du déchaînement de la guerre. C'est pourquoi Girard achève ici Clausewitz en donnant un contenu nouveau à son concept du duel. Seul le ressentiment, dans la réciprocité qu'il implique, peut faire comprendre cette tendance lourde de l'histoire qui est devenue la montée aux extrêmes. La lecture proprement mimétique de Clausewitz permet de voir en lui beaucoup plus que l'apôtre de la guerre à outrance, fustigé par Lidl-Hart dans les années 20, le stratège plutôt qui a entrevu une guerre illimitée, plus précisément, dirait Girard, une guerre, et ça a été à nouveau rappelé tout à l'heure, où chacun des belligérants n'en finit pas d'accuser l'autre d'avoir commencé. Les guerres dites démocratiques correspondent donc tout autant à une détérioration des rituels guerriers qu'à une hypertrophie des moyens de destruction massive. Que sont en effet les guerres d'aujourd'hui, sinon des conflits où domine un principe exacerbé de la défensive? C'est au nom des victimes elles-mêmes que se sont multipliées les victimes innocentes. L'autonomisation du fait guerrier, sa libération de la tutelle politique qui avait pour but de désigner des cibles précises et limitées dans le temps, a démultiplié les frappes aveugles. D'où le retournement spectaculaire auquel nous avons assisté après les politiques génocidaires du XXe siècle. Des milliers de civils sont devenus l'objet tant de dommages collatéraux lors de bombardements massifs que d'attaques directes à la bombe, à la Kalachnikov ou au camion bélier. Mimétiquement exacerbée, la violence guerrière jadis garante des unions nationales s'est dissoute, comme l'a rappelé Jean-Vincent, et démultipliée en se libérant du carcan de ses rituels. Une telle irréalité rend prophétique la provocation d'André Breton dans le second manifeste du surréalisme en 1929. L'acte surréaliste le plus simple, écrivait-il, consiste, revolver au poing, à descendre dans la rue et à tirer au hasard tant qu'on peut dans la foule.
les événements qui viennent d'avoir lieu vendredi dans la ville de Trèbes nous montrent que ce cauchemar est loin d'être terminé. Achevé Clausewitz renoue ainsi avec la découverte du premier livre de Girard qui portait plus précisément sur le désir triangulaire, bientôt nommé désir mimétique. C'est donc à cet éclairage rétrospectif que je m'attarderai dans un premier temps en rappelant l'analyse du ressentiment impliqué dans la théorie girardienne et en montrant comment cette pensée s'emboîte dans le concept clausewitzien du duel. À l'heure où les modèles ne sont plus aristocratiques, la guerre se diffuse en profondeur et devient une affaire de masse ou d'individus isolés selon les modalités du peuple en armes, des armées irrégulières ou des réseaux dormants. Il paraît que c'est de l'ordre de 20 000 personnes en France, nous dit-on aujourd'hui. Asymétrie des relations et massification des conflits sont donc allés de pair, multipliant les foules innocentes, pour emprunter une expression d'Albert Camus, reprise aujourd'hui par Denis Salas à propos des attentats terroristes des 25 dernières années. Ce que nous dit donc la théorie mimétique des relations humaines corrodées par le désir métaphysique éclaire ainsi le caractère imprévisible de ce que Clausewitz appelait les masses en présence. Telle est la menace croissante qui pèse sur notre monde, où les conflits traditionnels ont diminué, mais où les effets du ressentiment ont pris une dimension imprévisible. Alors pourquoi Girard a-t-il choisi Clausewitz comme point d'insertion de sa pensée dans l'histoire contemporaine? Ce fut moins une décision de sa part qu'une injonction de l'événement lui-même. Après le 11 septembre, il décida en effet de relire Clausewitz, puisque c'était cet auteur qui avait amené ses concitoyens au Patriot Act et à la guerre à outrance en 2003. Grande importance de la lecture clausewitzienne par les Américains dans l'après-guerre. Mais Clausewitz l'intéressait aussi parce qu'il pense à la guerre, à une période décisive de l'histoire moderne, celle-là même qui fut le cadre du premier livre de René Girard, Mensonges romantiques et vérités romanesques, en 1961. Cet essai consacré au rapport de la violence et du désir répond en effet au livre de Max Scheler, L'homme du ressentiment, publié en 1920. Girard met même une épigraphe de Max Scheler au début de son livre, L'homme possède ou un dieu ou une idole. Il répond donc à ce livre en lui adjoignant une découverte fondamentale, ce que Girard appelle la structure métaphysique du désir triangulaire. Cette structure révèle que c'est la réciprocité mimétique qui fonde le ressentiment. Dans un monde où nous sommes tous à la fois sujets et modèles, il n'est pas d'admiration qui ne vire très vite en rivalité. Alors on pourrait résumer en quelques étapes la progression de ce que Girard appelle un mal ontologique qui, parce qu'il concerne la détérioration des relations humaines, se développe à l'échelle de sociétés entières. Tout d'abord, je ne désire un objet que parce qu'un autre le désire ou pourrait le désirer à mes côtés. Ensuite, je désire moi l'objet que le désir de cet autre. Enfin, c'est l'autonomie prétendue de cet autre devenu un rival que je finis par adorer. Parti pour m'approprier l'objet d'un autre, je finis, dit Girard, sous la dépendance métaphysique d'un modèle, ce dernier qui me défend l'accès à l'objet, qui résiste à mon appropriation, et celui-là même qui domine la relation. Mais ce que le sujet, agenouillé au pied de son médiateur, pour reprendre une expression fréquente de Girard, ne comprend pas, c'est que pour devenir ce médiateur, le médiateur s'est déjà lui-même agenouillé au pied du sujet. C'est ce que Girard nomme un phénomène de médiation double. En matière de désir et de violence, il n'y a pas de maître et il n'y a pas d'esclave. Il n'y a que des esclaves qui voudraient être des maîtres. Pour que je m'aliène à autrui, il faut donc qu'autrui se soit déjà aliéné à moi. Cette dépendance, bien sûr, cherche à prendre le masque de l'autonomie, et Girard de s'intéresser aux exemples de la coquette ou de l'indifférent, qui ne nous montrent en effet que des vainqueurs temporaires, des individus qui s'adorent pour pouvoir être adorés. Car la coquette et l'indifférent, dans la littérature, sont obsédés par le regard de l'autre, qu'ils dédoublent en s'aimant eux-mêmes. Ils se désirent parce que les autres les désirent parce qu'ils se désirent eux-mêmes. L'autonomie apparente de l'autre fascinant, cette liberté absolue dont je lui fais crédit, ne sont que les effets de son aliénation. L'esclave attire l'esclave dans un combat où les deux voudront de plus en plus prouver qu'ils sont les maîtres. C'est la réciprocité
et l'asymétrie de cette relation qui la font monter aux extrêmes dans ce phénomène que Girard qualifie de médiation double. Alors qu'est-ce à dire, sinon que les modèles d'hier ne fonctionnent plus, situés jadis à distance du sujet et se confondant à la limite avec la culture, dans ce que Girard appelle, sans d'ailleurs l'avoir jamais précisément décrit, un régime de médiation externe. Ces modèles sont dorénavant si proches qu'ils rendent très difficile le bon discernement, et c'est le passage irréversible chez Girard à un régime dit de médiation interne. La crise du monde moderne, telle que la psychologie mimétique la définit, est donc une crise durable de l'admiration. La culture aristocratique, grande pourvoyeuse d'exemplats, a laissé place à un univers où il est très difficile de ne pas haïr. Pourquoi ? Parce que l'égalitarisme a fait de chacun de nous un rival possible pour les autres. Du côté du modèle qui se rapproche du sujet, la médiation d'externe est devenue interne, et du côté du sujet qui devient envieux, la relation au modèle, d'admirative, devient rivale. Ce double mouvement est ce qui définit la corrosion propre au désir métaphysique, acide puissant qui ronge nos rapports à autrui. Le monde moderne est donc un monde, nous dit Girard, où nous sommes tous à la fois maîtres et esclaves, où la relation d'apprentissage a subi des atteintes inguérissables, où nous sommes toujours trop près ou trop loin les uns des autres, indifférents ou possédés, mais jamais à cette juste distance que facilitait jadis une société de caste. La culture qui permettait d'admirer, c'est de moins en moins nous empêcher de haïr. On le voit, la psychologie girardienne vient dénoncer l'espoir théorique de Hegel. C'est bien dans ce cadre-là que Girard commence son œuvre. C'est en affolant littéralement la dialectique du maître et de l'esclave, en faisant de la relation mimétique une relation asymétrique, puisqu'elle oppose un maître et un esclave, et réciproque, puisque chacun est à la fois le maître et l'esclave de l'autre, que Girard pense, à travers les variations du triangle du désir, un esclavage croissant à autrui, entendu comme un modèle fascinant et qui me fait de plus en plus obstacle, mais qui se fait aussi de plus en plus obstacle à lui-même. Le nihilisme suppose en effet ce cercle vicieux de la haine de l'autre et de la haine de soi, dont les actes djihadistes sont aujourd'hui le symptôme le plus clair. Prétendant s'opposer radicalement aux valeurs d'un Occident corrompu, ils ne font que confirmer l'individualisme qu'ils disent dénoncer. On ne sort pas si facilement du conflit des opposés. La lutte à mort du maître et de l'esclave semble ne plus pouvoir déboucher sur la constitution d'un savoir objectif, ne plus pouvoir être génératrice de droit. Tocqueville s'interrogeait dans le deuxième tome de La démocratie en Amérique sur l'oxymore, disait-il, d'une vertu démocratique. C'est à celle-ci qu'il faut aujourd'hui en appeler quand l'héroïsme précisément se caricature en individualisme suicidaire. Les terroristes, en effet, ne risquent pas la mort pour sauver des vies, ils se suicident pour démultiplier la mort. Comment se battre dans les cadres d'un droit de la guerre quand nous n'avons plus rendez-vous avec nos adversaires? C'est à ce droit que les terroristes s'attaquent. C'est aux valeurs héroïques qu'ils s'en prennent, puisqu'ils veulent provoquer un état d'exception ou faire accoucher l'État de sa violence constitutive, ce qui revient au même. Force est de constater qu'en France, tout au moins, ce projet n'a pas abouti, puisque notre démocratie tient bon. Nous pouvons donc rassurer Tocqueville sur ce point. Même si l'héroïsme, il faut le reconnaître, reste un événement rare ou le ressort, dirait Bergson, de quelques individualités. Ainsi, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, décédé de ses blessures samedi matin, et dont il nous faut aujourd'hui saluer la mémoire, avant que cela soit fait dans les jours qui viennent, au plus haut niveau de l'État. La dialectique du maître et de l'esclave apparaît donc à la lumière de cette analyse du ressentiment comme la dernière tentative de fonder une morale chevaleresque, ceci au moment même, et nous allons y revenir, je m'en doute, pendant cette journée, du choc d'Iéna en 1806 et de l'advenue des guerres démocratiques qui ébranlent les valeurs héroïques. Tentative vaine, selon Girard, qui va jouer Clausewitz et sa montée aux extrêmes contre les prétentions hegeliennes à la maîtrise et contre l'illusion qu'il puisse encore y avoir dans cette lutte à mort un désir de reconnaissance.
les codes de la guerre ont implosé, qui supposaient que les adversaires soient capables de s'admirer mutuellement, d'apprendre l'un de l'autre. À l'heure des guerres totales du XXe siècle, il n'y eut plus d'émulation entre les belligérants, mais des masses combattantes mobilisées les unes contre les autres. C'est pourquoi le moteur de la Constitution des Nations a paradoxalement contribué à désintégrer ces dernières dans la nouvelle étape de la montée aux extrêmes qu'auront été les guerres idéologiques. La mondialisation des conflits prend aujourd'hui de nombreux visages qui tous ont leur singularité. Mais ils sont autant d'éclats de violence rendus possibles par la libération de formes inédites de ressentiment. Tel est donc le contexte dans lequel Girard va relire en 2007 le De la guerre de Clausewitz, aimanté par ce concept fascinant et glaçant de la montée aux extrêmes. Il file donc très vite, et ceci dès les premières pages du livre, vers l'intuition clé de tout le traité. Je cite Clausewitz. En un mot, même les nations les plus civilisées peuvent être emportées par une haine féroce. Nous répétons donc notre déclaration. La guerre est un acte de violence, et il n'y a pas de limite à la manifestation de cette violence. Chacun des adversaires fait la loi de l'autre, d'où résulte une action réciproque qui, en tant que concept, doit aller aux extrêmes. Fin de la citation. Raymond Aron, s'autorisant en 1976 dans son Penser la guerre, Clausewitz, de cette citation et de la première distinction figurant dans le traité entre guerre absolue d'un côté et guerre réelle de l'autre, fait donc fond sur l'idée que la guerre absolue n'est qu'un concept. Il peut par là même envisager la descente de cette vision idéale de la guerre vers ce que Clausewitz appelle l'observation armée. Le point de référence de la guerre absolue, ainsi désigné dans le livre 8 du Formkriege, permet alors, en tant que concept, de classer et penser la diversité des guerres ou les diverses modalités de leur contention par la politique. La deuxième grande distinction du traité entre les guerres de renversement d'un côté et les guerres de frontières de l'autre, qui fait l'objet de la note du 10 juillet 1827, rentre selon Aron dans la même logique classificatoire. Ceci jusqu'à la troisième et dernière définition qui, à la fin du livre 1, sous le nom de singulière trinité, cela a été rappelé, semble affirmer définitivement la puissance de la raison politique et consacrer la formule de Clausewitz, devenue presque incantatoire, la guerre et la continuation de la politique par d'autres moyens. Je vous rappelle que la singulière trinité, c'est un étrange avatar des tripartitions platoniciennes qui voit la passion du soldat, le calcul du chef de guerre et l'entendement pur du chef d'État. Cette foi dans la maîtrise politique du phénomène guerrier tient donc au texte de Clausewitz que Raymond Aron suit au plus près. Tout se passe en effet comme si nous avions affaire dans cette guerre entre nations dites civilisées à un conflit symétrique. Or, nous venons de voir avec Girard que le fait même que, je cite, chacun des adversaires fait la loi de l'autre, peut aussi signifier que la relation n'est déjà plus symétrique, qu'elle s'est déjà transformée en réciprocité violente ou en médiation double. Le conflit devient alors asymétrique, le maître dictant ici sa loi, et réciproque, chacun voulant imposer sa loi à l'autre. Il suffit alors que les masses exercent une pression trop forte et la raison politique en sera ébranlée. C'est là que Girard situe une bonne part de la révolution clausewitzienne. L'objectif politique ne sera plus ce qui dicte les fins à la stratégie et à la tactique, mais, écrit Clausewitz, la mesure relative ou le rapport des masses en présence. Ce n'est pas alors l'objectif politique qui influence les masses, mais bien la nature des masses qui influence l'objectif politique. Qu'elles soient indifférentes, et nous redescendrons vers une observation armée, qu'elles redeviennent hostiles, et ce pourra être la déflagration. Clausewitz anticipe là sur certaines intuitions de Durkheim qui tiennent évidemment plus de la physique sociale que de la science politique. Quant à Girard, il y trouve une interprétation mimétique de l'étrange défaite de 1940, à l'ombre de laquelle s'est inauguré tout son parcours intellectuel. Le rapport des masses entre elles, rendant très précaire toute vision ou visée politique, obéit à un mécanisme moins implacable qu'imprévisible. Ainsi, le pacifisme de l'un des belligérants, cet affaissement, dit Clausewitz, ou force d'inertie
croissante de tout un peuple peut très bien provoquer l'exaspération belliciste de son adversaire. Le hasard devient ici plus que jamais maître du jeu. On voit à quel point la lecture de Girard ébranle l'interprétation que Raymond Aron a donnée de la pensée clausewitzienne. Relisons donc ce passage décisif qu'on trouve au livre 8 du Vom Kriege. La théorie doit admettre tout cela, mais son devoir est de donner la première place à la forme absolue de la guerre comme à un point de référence, de sorte que celui qui veut apprendre quelque chose en théorie ne s'habitue jamais à le perdre de vue et le considère comme la mesure fondamentale de ses espoirs et de ses craintes, afin de s'en approcher là où il le peut ou là où il le doit. Fin de la citation. Clausewitz ne dit pas ici que le réel ne peut jamais rejoindre son concept. Il dit que les guerres réelles tendent vers la guerre absolue, mais sont constamment freinées dans la réalité de l'histoire par de nombreuses déterminations, toutes les frictions propres au fameux brouillard de la guerre. Le point de référence n'apparaît plus alors comme un simple concept permettant de mesurer la nature des conflits, il devient, dit Girard, un idéal à atteindre, pourvu que la volonté de faire du chef de guerre, pardonnez-moi, jointe au sentiment d'hostilité de ces hommes, s'avère capable de lubrifier les frottements qui empêchent le conflit de rejoindre son concept. Pour peu que l'armée adverse connaisse les mêmes conditions, ou presque, l'espace et le temps cesseront d'être des obstacles et nous filerons vers la destruction mutuelle assurée. Mutual Assured Destruction. Ainsi, la dissuasion nucléaire, ou son échec, vient très naturellement se couler dans le concept clausewitzien. À rebours de la lecture aronienne, Girard affirme donc la teneur apocalyptique de cette intuition de Clausewitz, qui ne fait qu'un, selon lui, avec l'apparition dans l'histoire d'un pur principe de réciprocité. Les termes de duel, d'action réciproque, Wechselwirkung, ou de montée aux extrêmes, désignent pour lui l'inscription dans l'histoire de la possibilité même de l'apocalypse. Ce que le stratège aurait donc entrevu dans ces définitions liminaires, c'est que loin de contenir la violence, la politique court désormais derrière la guerre. Les moyens guerriers sont devenus des fins. Le primat fondamental de la défensive sur l'offensive, où c'est celui qui se défend, qui veut réellement le conflit, vient alors soutenir cette idée d'un déchaînement de la violence guerrière. Il est beaucoup plus facile en effet de mobiliser tout un peuple sur des thèmes défensifs que de le convaincre de la nécessité d'une offensive. Cette supériorité de la défense sur l'attaque, de celui qui possède sur celui qui cherche à s'approprier, ou de celui qui contre-attaque sur celui qui attaque le premier, fait toute la symétrie de ce conflit. Mais la supériorité du défenseur, dans le duel amoureux comme dans la relation guerrière, n'est que relative. Le défenseur domine moins la relation, nous l'avons vu tout à l'heure, qu'il n'est dominé par elle. Si la défensive est plus à même de mobiliser tout un peuple, la mobilisation totale est en tant que telle le symptôme d'une dégradation irréversible du droit de la guerre, d'une possession de tous les sociétaires par un adversaire diabolisé, à la fois vénéré et haï. Girard peut alors montrer le rôle fondamental de Napoléon, par exemple, dans le traité de Clausewitz. Modèle mimétique, dit-il, et non modèle rationnel, grand Satan avant l'heure, l'empereur est celui contre qui va se refaire l'unité de la Prusse et bientôt de l'Allemagne tout entière, réunifiée dans sa haine de la France. Aussi, seul le duel et l'action réciproque d'un côté, le primat de la défensive sur l'offensive de l'autre, compris l'un et l'autre dans une perspective mimétique, permettent-ils à la guerre de rejoindre son concept. Penseur tragique de l'histoire, Girard se donne ici les moyens de penser l'impensable. Tel est donc le paradoxe que la guerre échappe à l'emprise de la raison au moment même où cette dernière s'avère peut-être capable d'introduire enfin un concept adéquat. Au contexte de la guerre froide, qui autorisait parfaitement la lecture de Raymond Aron, succède avec René Girard en 2007 celui du 11 septembre. Restent quelques dernières conclusions à tirer. Si la violence moderne s'exaspère à ce point,
c'est qu'elle n'a d'autre exutoire qu'un adversaire de plus en plus difficile à définir. Ce sentiment d'hostilité, saturant la simple et politique intention d'hostilité, fait que la guerre échappe à la raison et que le droit de la guerre ou le principe de maîtrise, pour parler comme Hegel, vole en éclats sous la poussée d'un pur principe d'efficience, pour parler comme les stratèges contemporains. Des guérilleros d'Espagne en 1808 aux insurgés innovants d'Irak, d'Afghanistan et de Syrie en 2007-2017, c'est à un dérèglement complet de l'institution guerrière que nous avons assisté en 2 siècles. Nous sommes passés, pour reprendre les termes d'un article important paru en 1989, The Changing Face of War into the Fourth Generation, de la première à la 4e génération de la guerre. Il y eut d'abord, selon les auteurs américains de cet article, au moment des conflits napoléoniens, la suprématie de la masse humaine combattante, puis à Verdun, la puissance de feu. Ensuite, avec le général Guderian, le primat donné au contournement rapide de l'adversaire. Enfin, celui donné au contournement de cette puissance dans la durée. En d'autres termes, l'enlisement indéfini du conflit ou la dissolution de la guerre. C'est parce que chacun des adversaires cherche à prendre la place du défenseur qu'il n'y a plus de défenseur ni d'attaquant, mais un conflit interminable entre des soi-disant défenseurs, une guerre absolue dont la possibilité même se répand comme un poison dans les relations humaines. Peggy avait excellemment décrit cette extrême tension quand, avant la Première Guerre, il disait que la menace imminente cumulait à la fois les caractères d'une période et ceux d'une époque. C'est sur ce terrain miné par l'altération de la relation entre les belligérants que le risque nucléaire, jadis contenu par le sang-froid politique de l'Union soviétique et des États-Unis, prend une ampleur effrayante. De fait, la volonté, peut-être politique, du plus faible peut être supérieure à celle du plus fort et finir par avoir raison de sa détermination lorsqu'elle sait détourner à son profit les forces de son adversaire. Telle est la guerre illimitée. Donc Clausewitz dégage les 2 concepts, action réciproque et primat de la défensive, et Girard, achevant Clausewitz, le principe mimétique venait unifier ces 2 concepts. Cette guerre moderne n'en est donc plus vraiment une, dans la mesure où chacun des belligérants est emporté dans la surenchère victimaire, cherche toujours à prouver qu'il est plus victime que l'autre et à mettre cet autre dans la position d'agresseur. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Ou plutôt, n'en sommes-nous pas là aujourd'hui? C'est ce qu'il va nous falloir mesurer pendant cette journée d'études. Il y a 10 ans, en effet, quand je relisais le De la guerre avec René Girard, Daesh s'appelait encore Al-Qaïda. En 10 ans, nous avons vu se construire, puis se métamorphoser, l'hydre de l'État islamique, dont chaque djihadiste autoproclamé, en quelque endroit qu'il choisisse de se tuer dans le monde, peut désormais devenir citoyen et martyr. Il y a 10 ans, Donald Trump n'était pas président des États-Unis et Kim Jong-un n'était pas le chef suprême de la Corée du Nord. Le premier vient, il y a quelques jours, de constituer un gouvernement de guerre. Et le second lui fait face en multipliant les gestes provocateurs, au mieux dans l'espoir de se libérer de la tutelle chinoise, au pire dans sa volonté d'affronter l'Amérique. Pourquoi poursuit-il cette course en avant, sinon pour faire croire au monde que son bouton est aussi gros que celui de son modèle obstacle? N'a-t-on pas là, dans cette démence qui n'en finit pas de monter, comme un saisissant raccourci de tout ce qui s'est passé depuis le 11 septembre, où un dirigeant hanté par son adversaire, qu'il hante à son tour, prétend pouvoir attaquer frontalement celui qui lui masque le paysage? On nous annonce cependant, dans l'euphorie de l'après-Jeux Olympiques, une rencontre entre les 2 chefs d'État pour le mois de mai. Fort de la possession de son arme de destruction massive, Kim Jong-un s'apprête peut-être, après avoir fait trembler le monde, à redescendre vers l'observation armée. Mais cette trêve n'a-t-elle pas aussi pour but d'ouvrir à l'Amérique un autre théâtre d'opération, cette fois du côté de Téhéran? Les scénarios catastrophes, on le voit, se suivent et se ressemblent tous.
Autant se taire donc et laisser maintenant la parole à ceux qui, je l'espère, vont nous faire raison garder. Je vous remercie.